Donc là, je vais vous présenter des résultats, voilà, les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de deux études qu'on a réalisées à partir de Grenoble, mais qui ont été réalisées avec vous, les aidants qui êtes présents avec nous aujourd'hui, et grâce au soutien de l'association A2MCL, que je remercie encore pour cette aide. Alors c'est un ensemble, ces deux travaux qui ont été réalisés aussi donc, avec un ancien étudiant en psychologie, qui est désormais psychologue, et que je remercie également. Alors, à partir, pour commencer ces études, ces travaux, donc j'ai commencé par regarder un petit peu ce qu'il en était dans la littérature. Il y a finalement relativement peu de choses, mais ça, vous comprenez bien, hein, c'est une maladie qui reste encore largement à explorer, donc c'est encore plus le cas finalement si on s'intéresse aux difficultés des proches aidants. Alors malgré tout, on a une littérature scientifique qui s'est intéressée aux aidants de malades à corps de Lévy. Elle est sans surprise, hein, ce qu'elle nous dit, c'est que les aidants se voient accaparés par des responsabilités sans cesse accrues qui sont à l'origine d'un stress important. Et puis que ce stress, finalement, ce qu'on voit, c'est que si on regarde, il y a eu quelques études comparatives, pas beaucoup, mais quand même quelques-unes, et elles nous disent que ce stress, il est finalement plus important que celui qu'on peut observer chez des aidants de malades d'Alzheimer et même plus généralement pour les autres pathologies neurodégénératives. Alors pourquoi est-ce que ce stress est plus important? Il y a quelques pistes de réflexion, quelques interprétations dans cette littérature, et ce qu'on nous dit, c'est que ce stress, il est majoré par la confrontation aux troubles du comportement, on en a largement parlé. On pense notamment aux hallucinations qui sont extrêmement difficilement vécues, et puis tous les troubles qui sont les troubles de l'identification, mais je reviendrai, parce que c'est des choses qui sont apparues aussi dans nos recherches. Et puis un autre facteur, qui est un facteur qui est tout à fait important pour expliquer les difficultés importantes des aidants de malades à corps de Lévy, et là aussi, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne l'errance diagnostique. Pas dans le bon sens. Alors, le premier travail qu'on a réalisé, c'est une enquête qui a été réalisée entre mai et juillet 2020, et donc je pense qu'il y a un certain nombre des personnes qui sont avec nous aujourd'hui qui ont pu y répondre. Alors c'est une enquête, je vais prendre quelques précautions, on est sur une enquête donc qui est non représentative, donc il faut aussi avoir quand même quelques réserves par rapport aux résultats que je vais vous présenter. Mais malgré tout, il y a 242 proches aidants de malades à corps de Lévy qui ont répondu. Vous avez les caractéristiques démographiques de ces aidants. C'est une représentation finalement assez classique et qui correspond bien à ce que sont les aidants de malades à corps de Lévy. Aujourd'hui, on a une moyenne d'âge qui était de 63 ans, mais vous voyez qu'il y a une grande hétérogénéité aussi quant à l'âge des personnes qui accompagnent les malades. Majoritairement des femmes, là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas non plus très surprenant. On sait que c'est le cas. C'est pas que pour la maladie à corps de Lévy. La majorité des aidants aujourd'hui sont des aidantes. Il y a plein de raisons pour ça. Majoritairement aussi des conjoints, donc des conjointes. Et là aussi, on sait des choses qui sont aussi tout à fait qu'on retrouve pour d'autres difficultés. C'est le cas dans l'ensemble des pathologies neurodégénératives. Il y a la question de la proximité, notamment, qui explique tout ça. On avait des aidants, donc majoritairement des aidants de malades vivant à domicile. Donc on voit que ça nous remplace quand même, ça nous renvoie à une vie au quotidien, mais aussi un certain nombre d'aidants qui sont des aidants de personnes qui sont institutionnalisées, donc qui vivent en EHPAD. Alors, ces aidants, on les a interrogés, on a fait, donc il y avait un certain nombre de questionnaires, et notamment un questionnaire évaluant les troubles de l'humeur. Et ce qu'on a observé, donc c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de caractère de représentativité, on n'est pas non plus dans, on va dire, dans une situation clinique avec un diagnostic, donc on est là aussi assez prudent. Mais malgré tout, si on s'en tient à ces résultats, ce qu'on observe, c'est que on a un niveau d'anxiété qui était tout à fait important.
C'est-à-dire qu'on a quand même donc plus de 85% des proches aidants qui rapportent avoir une anxiété probable. On dit probable parce que pour qu'on en soit certain, il faudrait avoir un vrai diagnostic. Et on en a plus de 1 sur 2 qui ont aussi une dépression probable. Donc on a des troubles de l'humeur, au moins des symptômes liés à ces troubles de l'humeur qui sont tout à fait présents, en tout cas dans les personnes qui ont répondu. Alors ces aidants, on les a interrogés aussi sur ce qui nous intéressait, c'était de savoir dans quelle mesure les aidants identifient les troubles. Alors, on ne s'intéresse pas à la réalité finalement du fait que ces troubles soient présents, mais c'est la perception que les aidants en ont tout au long de leur accompagnement. Et ce qui apparaît, alors ça apparaît pas ici sur ma diapositive, mais ça rejoint quand même largement ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que les troubles qui sont les plus apparents dans la relation d'aide, ce sont les troubles cognitifs. Ce qui apparaissait d'une manière générale, c'est qu'ils étaient observés quasiment tous les jours par les personnes qui ont répondu. Et puis après, si on regarde dans une moindre mesure, on avait les symptômes parkinsoniens, des troubles de l'humeur et du comportement, et les dysfonctionnements du système autonome, qui, eux, apparaissaient plusieurs fois par semaine, mais pas nécessairement tous les jours. Et puis enfin, en troisième position, les troubles du sommeil, avec l'agitation nocturne, qui, eux, étaient rapportés pas nécessairement toutes les semaines. Donc ça, c'est ce qui était observé dans l'échantillon qui a répondu. Et également, on a essayé de voir, donc on a interrogé ces personnes sur cette question, donc une question qui est extrêmement importante quand on s'intéresse à cette maladie, qui est la question de l'errance diagnostique. Et ce qui apparaît dans notre échantillon, c'est que donc on a, vous voyez, c'est quasiment 70% des personnes qui ont répondu ont mentionné le fait que leur proche malade a vu son diagnostic révisé à un moment ou à un autre. Alors il y a une variabilité dans cette errance diagnostique, vous voyez sur le graphique, mais en moyenne, cette errance diagnostique, elle était de 32 mois. Donc vous voyez que c'est très très conséquent. Même si, encore une fois, on a une très grande variabilité et que, malgré tout, il y avait quand même, dans cet échantillon, on voit quasiment 31% des personnes malades qui ont eu un diagnostic de maladie à Corbet-Lévy qui a été posé d'emblée. Non, ça ne veut pas. On a également interrogé les aidants sur l'importance de l'aide qui était apportée. Et donc dans les analyses, on a bien distingué de ce fait les aidants qui apportent une aide à des malades à Corbet-Lévy qui vivent à domicile et des aidants qui apportent une aide à des malades qui, eux, sont institutionnalisés. On se doute bien qu'il y a quand même une différence importante quant à l'investissement, mais on ne voulait pas exclure des aidants de malades qui vivent en institution parce qu'on sait qu'il y a un investissement, il y a un accompagnement qui continue, y compris en EHPAD. Si on voit l'importance de l'accompagnement, vous voyez, c'est l'accompagnement hebdomadaire, il est extrêmement conséquent, c'est en moyenne, même s'il y a cette variabilité, on a 101 heures d'accompagnement estimées par les aidants. Alors ça, c'était pour vous décrire un petit peu ce que nous disaient donc ces aidants qui ont bien voulu répondre. Et puis, ce qui nous intéressait dans cette étude, c'était d'arriver à faire des liens. Essayer d'établir commencer à proposer des pistes pour mieux comprendre finalement ce que sont ces difficultés et pourquoi est-ce qu'on a des aidants qui ont des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Ce qu'on observe, donc on a essayé de faire des liens entre ces symptômes, d'abord ces symptômes dépressifs, on voit qu'il y a ce qui apparaissait dans les analyses, ce sont des analyses statistiques, là aussi on va être prudent parce qu'on tire des généralités et on ne parle pas de la réalité du vécu de chaque individu, on essaye vraiment de dégager des tendances par rapport à tout ça. Et ces tendances, elles nous disent que d'abord il y a une importance des caractéristiques de l'aidant lui-même et qui apparaissait avec le niveau éducatif, et notamment par le fait que plus le niveau éducatif était élevé chez les aidants et moins il y avait de souffrance psychique au travers des symptômes dépressifs. Donc le niveau éducatif, a priori, on peut supposer que le fait d'avoir accès à des ressources intellectuelles est quelque chose qui est plutôt protecteur. Il y a un autre facteur qui est un facteur déterminant qui lui renvoyait aux caractéristiques du malade et alors
qui est probablement un biais aussi qui est lié à la population, au fait qu'il y avait majoritairement des femmes. C'est des choses qui mériteraient d'être plus expliquées, mieux appréhendées. On sait qu'il y a des différences dans la manière d'accompagner des proches entre les hommes et les femmes. Et donc ça apparaissait ici, c'est-à-dire qu'il y avait finalement un facteur sexe ou genre, comme vous voulez, qui était le fait que le malade soit un homme, était quelque chose qui était plus associé à des symptômes dépressifs chez l'aidant. Le troisième facteur qui apparaissait, lui, ça renvoyait aux symptômes, tels que je vous les ai présentés auparavant, donc les symptômes identifiés. Et donc on a un type de symptômes qui ont été regroupés en tout cas dans ces perceptions, qui était un ensemble avec les hallucinations, les illusions et les troubles du sommeil. Et ça, c'est les facteurs qui sont apparus comme étant des facteurs déterminants, comme étant des facteurs qui étaient potentiellement à l'origine des troubles dépressifs. Et ce n'est pas le cas pour les autres. Et enfin, parce que quand même, moi je suis psychologue, enseignant, chercheur en psychologie, donc on a un intérêt aussi pour ce que nous on appelle dans notre jargon des facteurs intrapsychiques, c'est-à-dire ce qui va se passer à l'intérieur dans le fonctionnement psychique de la personne, en l'occurrence des aidants, c'est-à-dire comment est-ce que les aidants finalement font avec cette réalité, avec ces perceptions, et à partir de cette manière de faire avec l'information, qui leur arrive de manière souvent brutale, eh bien, qu'est-ce qui va faire que certaines personnes ont des symptômes dépressifs et d'autres pas? Et là, donc, on a notamment interrogé les personnes, les aidants, sur la culpabilité. On sait que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la relation d'aide. Ce sont des pistes pour nous en psychologie qui sont c'est des choses qui sont décrites depuis longtemps, mais scientifiquement qui sont encore peu documentées. Là, ça apparaît très nettement, c'est-à-dire que la question de la culpabilité, au travers de l'ensemble de ces dispositions, donc pour dire, là, on a utilisé un questionnaire qui évalue spécifiquement la culpabilité des aidants, et donc on voit que l'on a l'ensemble des dimensions de la culpabilité qui apparaissaient comme un facteur explicatif de ces symptômes dépressifs. Cette culpabilité, vous le voyez à l'écran, elle renvoie un sentiment d'échec par rapport à son rôle d'aidant, le fait que certains aidants ont l'impression qu'ils n'ont pas réussi, finalement, dans ce rôle qu'ils ont endossé. Il y a des choses qui renvoient aux symptômes négatifs, à l'humeur, donc vraiment aux sentiments négatifs dans le cadre de la relation d'aide. Et on en a parlé. Le fait que certains aidants, par exemple, éprouvent, par exemple, des moments d'agacement, des moments de désespoir, pas de désespoir, parce que là, mais des moments, on va dire, qui sont émotionnellement difficiles et qui sont associés à l'accompagnement, à l'aide qui est apportée. Et enfin, la dernière dimension, c'est la difficulté à prendre du temps pour soi et à prendre du temps aussi pour les autres personnes qu'on aime. Donc vous voyez qu'on a toutes les dimensions de la culpabilité qui sont apparues comme des facteurs vraiment importants pour expliquer ces symptômes dépressifs. On a regardé aussi ce qu'il en était pour les symptômes anxieux. On retrouve à peu près les mêmes types de profils, sauf que là, sur l'anxiété, l'identification des symptômes n'est pas apparue comme un facteur déterminant. C'est-à-dire que l'anxiété, elle n'était pas liée, finalement, au fait que les aidants nous disent, voilà, on est confronté particulièrement fréquemment à tel ou tel type de symptômes chez le proche malade. En revanche, on retrouve la question de la culpabilité, on ne retrouve pas toutes les dimensions de la culpabilité, mais on va retrouver ce sentiment d'échec, qui est particulièrement important. Et puis, encore une fois, la difficulté à prendre du temps pour soi. Et on sait que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi pour expliquer la santé, les troubles de santé des aidants, qui, de par cette difficulté à prendre du temps pour eux-mêmes, n'arrivent pas aussi à s'occuper notamment de leur santé. Et un autre facteur qui s'est rajouté dans ces relations explicatives, qui est le sentiment d'efficacité. Donc quelque chose qui est vraiment lié aux compétences. Donc ce que nous disent les aidants, c'est que dans un certain nombre de situations, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas compétents, c'est-à-dire que leur manière d'accompagner le proche malade à Corde-Lévy
n'est pas adéquate et que ce sentiment d'incompétence, eh bien, est associé à des troubles anxieux. Alors, dans la suite de cette enquête, on a réalisé une étude un petit peu plus, on va dire, plus qualitative, c'est-à-dire qu'on a réalisé ce qu'on appelle des groupes de discussion, dans le jargon on appelle ça des focus groups. Donc on a fait 2 séries de focus group avec 3 groupes, donc un ensemble de 21 aidants de malades à corps de Lévy. Donc ça a été fait entre mars et avril 2021. Et donc ces 2 séries, ces 2 groupes de discussion, donc on a interrogé, là le but c'était vraiment d'aller explorer un peu plus précisément finalement ces relations qui avaient émergé dans l'enquête quantitative, et on a interrogé les aidants donc sur l'histoire des troubles tels qu'ils l'apercevaient, sur l'histoire de l'accompagnement. C'est-à-dire comment est-ce que ces aidants finalement ont vécu les choses d'une manière un peu plus dynamique, parce que si vous pensez à ce que je vous ai présenté avant, c'était assez figé. Ça ne nous disait pas si les aidants qui avaient été interrogés étaient plutôt des aidants qui étaient en début d'accompagnement ou alors plutôt, comme on peut penser, notamment pour ceux dont les malades étaient institutionnalisés, qui étaient des aidants qui avaient déjà une expérience tout à fait importante de l'accompagnement. Donc on n'avait pas cette représentation dynamique, c'est pour ça qu'on a voulu aller vers quelque chose d'un peu plus précis, d'aller sur le contenu finalement de ce que pouvaient nous dire les aidants. Et puis on les a également interrogés sur leurs modalités d'adaptation, parce que ce qui nous intéressait, c'était effectivement de pouvoir bien caractériser les difficultés, caractériser les situations potentiellement à l'origine de ces troubles de l'humeur, mais aussi de voir quelles étaient les ressources. Et on sait que les aidants en ont beaucoup, même si certains, comme on l'a vu avant, ne sentent pas toujours, ont parfois des difficultés à identifier le fait qu'ils ont ces ressources et que ces ressources sont tout à fait intéressantes. Ces groupes de discussion, donc on a analysé, il y a toute une partie, donc on a enregistré les groupes de discussion, donc on a quelques heures d'enregistrement. Ils ont été retranscrits, puis après on a fait une analyse, on a essayé de coder, donc il y a tout un travail finalement d'analyse du contenu de ces échanges. Et ce qui apparaît, c'est qu'on a d'abord une première partie des signes cliniques, tels qu'ils sont identifiés par les aidants, qui sont à la fois qui renvoie aux signes cognitifs, donc c'est tout à fait cohérent avec ce qui a été dit au cours de cette journée et puis avec ce qu'on avait dans l'enquête quantitative. On retrouve les troubles cognitifs avec notamment des situations de désorientation qu'on comprend classiquement le fait que les aidants ont du mal à s'orienter et par exemple vont être amenés à se perdre ou vont avoir des difficultés notamment pour la conduite automobile. Ça c'est des choses qui sont très prégnantes. La question des oublis, qui apparaît aussi dans les premiers signes cliniques. On a la question des pertes fonctionnelles, c'est-à-dire vraiment tout ce qui va concerner les difficultés à fonctionner au quotidien dans l'environnement domestique, qui sont bien évidemment très prégnants pour les aidants et relativement tôt. Les troubles du sommeil, qui apparaissent assez tôt, finalement, dans ces identifications. Et puis, des troubles du comportement. On l'a dit, il y a des troubles du comportement qu'on dit négatifs, c'est plutôt ceux qu'on enlève par rapport à la manière dont fonctionnait la personne, et puis les troubles positifs, c'est ceux qui vont surajouter. Et les troubles du comportement négatif, ici, c'est ce qu'on appelle l'apathie ou le désengagement, et qui sont des signes qui sont finalement, alors c'est rétrospectivement, par les aidants, qui sont identifiés comme étant des marqueurs relativement précoces. C'est-à-dire que les aidants, dans ces groupes de discussion, nous ont dit qu'on avait un certain nombre de situations dans lesquelles l'aidant, par exemple, arrêtait de pratiquer, par exemple, une activité de loisir, une activité qui était une activité importante, et potentiellement se désengageait des relations, et que ce désengagement, ce retrait des relations, ce retrait des activités, notamment des activités qui ont un sens fort pour les malades, est quelque chose qui arrivait de manière relativement précoce. Mais également, alors on peut trouver que ça s'oppose, mais finalement, ça ne s'oppose pas, c'est des choses qui peuvent coexister. On a des troubles qui étaient des troubles de type agitation, agressivité, irritabilité, et on en a parlé, qui venaient donc se surajouter et qui étaient identifiés notamment parce qu'ils venaient impacter de façon très forte la relation avec l'aidant.
Donc on a un ensemble comme ça de signes qui sont finalement des signes qui sont dans l'histoire de la relation d'aide, qui sont des signes qui sont identifiés, mais qui sont des signes qui sont peu discriminants par rapport à ce que sont les autres pathologies neurodégénératives ou la dépression notamment, ou l'anxiété. Et le fait que ces symptômes soient comme ça relativement indifférenciés, hein, même par rapport à du très grand âge, eh bien, sont des choses qui sont vues par les aidants comme étant associées à l'errance diagnostique. Donc on a cette association entre un ensemble de signes précoces qui sont très variables, très variés, aussi dans le temps, et qui sont liés à l'errance diagnostique. Et cette errance diagnostique, j'y reviendrai un petit peu, mais elle est vue comme étant quelque chose une situation d'incertitude qui est très difficile. Dans l'histoire de la maladie, après, plus tardivement, on a des symptômes, les symptômes plus tardifs qui sont constatés par les aidants, c'est plutôt les symptômes, donc l'anxiété, hein, qui finalement progresse, qui va arriver de manière beaucoup plus prégnante et un peu plus tardivement, mais qui va être aussi beaucoup plus difficile à vivre, des symptômes de confusion et des hallucinations. Et ces symptômes tardifs, dans la relation d'aide, eh bien, ils sont vécus aussi au travers de ce qui a été qualifié d'essai hein, dans les thérapeutiques, qui sont vraiment vécus par les aidants comme étant des stratégies par des soignants, qui sont des stratégies d'essai, erreur des relations thérapeutiques. Et ces essais-erreurs, pour arriver justement au bon traitement, celui qui va s'adapter à la situation du malade, est quelque chose qui est également perçu comme étant une situation d'incertitude très forte pour les aidants. L'histoire de la maladie, là je vous présentais la diapo précédente, on avait l'impression qu'on avait quelque chose d'assez linéaire, mais ce qui était très marquant hein, dans ces groupes de discussion, c'est que les aidants nous ont dit que non, c'est qu'en fait cette évolution des symptômes, c'est une évolution qui fonctionne par paliers. On va avoir un certain nombre de situations, de signes qui vont arriver, qui vont être marquants, et ces paliers, eh bien, c'est ce qu'on nous on appelle dans notre jargon psy des pertes, c'est-à-dire qu'on a des ruptures par rapport à un état antérieur. Et les aidants vont être dans l'obligation de faire le deuil d'une situation, d'un mode de fonctionnement qui était un mode de fonctionnement antérieur. Et ce deuil, ces pertes, ces différents paliers dans la relation d'aide, dans le vécu de la maladie, vont en gros être des jalons qui vont aussi comme ça être qui vont amener une représentation de l'évolution de la maladie vraiment comme un escalier qu'on descend. Pourtant, on l'a dit, là aussi on était sur une représentation encore trop schématique, parce que si on y regarde un petit peu plus près, c'était là aussi très marquant dans le discours des aidants, eh bien, si on y regarde un peu plus près, ces aidants, ils ont ce vécu des fluctuations, et ces fluctuations, eh bien, ils les identifient comme opérant à deux niveaux, avec deux échelles de temps. Alors nous, on a qualifié ça, donc avec Alexis Revelli, jeune psychologue avec qui j'ai travaillé, on a qualifié ça d'abord de macro-fluctuation, c'est-à-dire qu'il y a des moments, finalement, il y a ces pertes, il y a ces signes cliniques qui vont arriver, et puis il y a parfois des allers-retours qui peuvent être liés à des thérapeutiques, qui peuvent être liés à des moments particuliers, des choses qui sont parfois difficiles, très souvent même difficiles à appréhender, mais ça opère à un niveau macro. Mais si on fait un focus, si on prend notre loupe pour y regarder plus précisément, on a aussi des fluctuations qui opèrent à un niveau beaucoup plus micro, avec une échelle de temps qui est de l'ordre ça peut être de quelques heures, voire de quelques minutes, avec donc des fluctuations. On voit qu'on a des fluctuations qui opèrent tout au long de la maladie, dans cette représentation vraiment d'une évolution par palier. Et puis on a des fluctuations qui sont identifiées, mais vraiment de manière beaucoup plus fine, dans des moments qui sont très courts. Et là aussi, donc, si on prend ces macro et ces micro-fluctuations, bien identifiées, mais vraiment très bien identifiées par vous, qui êtes aidant, eh bien, on retrouve une troisième source d'incertitude. Je vous avais dit, donc on a cette évolution qui est une évolution graduelle d'un déclin associé à des pertes, à des situations de deuil par rapport à des situations antérieures.
Et on voit donc que si on regarde cette alternance, on a finalement cette alternance de situation, ces fluctuations, et ça va être marqué donc par des facteurs d'équilibre également. Ce que nous ont dit les aidants, c'est qu'il y a aussi des moments finalement où ils vont pouvoir se retrouver, où ils vont pouvoir, par exemple, ressentir une certaine satisfaction dans la relation d'aide, où ils vont trouver justement les compétences. Ils vont être capables de valoriser les compétences telles qu'ils ont pu les utiliser au service de leurs proches. Et ça concerne donc des questions très fonctionnelles. C'est le fait d'arriver concrètement à aider son proche malade pour certaines difficultés. Il y a les moments de partage, c'est-à-dire des moments où, par exemple, l'aidant va dire voilà, on arrive à avoir un moment à nous. Alors, il n'y a pas forcément un dialogue très riche, mais c'est un moment où on va se retrouver, où on va sentir qu'on est ensemble et on a une activité commune. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant et qui va permettre aussi aux aidants de pouvoir souffler au moins pendant un temps. On retrouve aussi des modes d'adaptation, et notamment l'humour. Ça a été dit, le fait d'arriver à mettre de l'humour, à finalement rire parfois de choses qui pourraient être vues comme étant particulièrement graves, et quelque chose qui était aussi tout à fait important. Et puis on retrouve ce que je vous disais, le sentiment de satisfaction. C'est-à-dire un moment, dire voilà, finalement, j'ai réussi à résoudre un problème comme aidant. J'avais une difficulté, il y avait un symptôme, un signe qui était vraiment difficile, j'ai trouvé le truc. Et là, c'est quelque chose qui m'apporte un équilibre. Mais comme on a des moments d'équilibre, dans ces fluctuations, on a aussi des moments de déséquilibre. Ces moments de déséquilibre, ils sont particulièrement associés aux difficultés de communication. On voit bien, l'équilibre, c'est le partage d'activités, le fait d'arriver à se retrouver, un moment, d'avoir le sentiment qu'on est ensemble. Et puis, il y a d'autres moments où là, au contraire, la communication n'est pas possible. Et on sait que, par exemple, quand il y a des réactions comportementales comme de l'agitation, voire de l'agressivité, c'est souvent aussi qu'il y a une question, il y a un problème de communication. La question de l'anxiété, qui est extrêmement difficile pour les proches, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre pour les proches de malades à corps de Lévy. Les hallucinations qui vont être des moments de rupture, les troubles de l'identification, on en parlait, le symptôme de Capgras, le fait que les aidants, par exemple, ne se sentent plus reconnus comme étant qui ils sont, mais soient justement renvoyés finalement à une dimension très fonctionnelle et quelque chose qui était particulièrement difficile. Et ce qui était dit donc par les aidants, c'est que ces situations-là étaient notamment associées à des réactions de ce qu'on appelle de deuil anticipé, où on parle de deuil blanc, qui est le fait, finalement, d'avoir fait le deuil de la relation antérieure. Se dire, voilà, mon proche malade, ça n'est plus mon parent, ça n'est plus mon conjoint, mais c'est un malade et maintenant je ne suis plus son conjoint, je ne suis plus son enfant, mais je suis un soignant. Et ça sont des choses, on sait que ces deuils anticipés, réactions des deuils anticipés, sont des choses qui sont extrêmement problématiques et qui vont être des facteurs de risque aussi après de réactions de dépression. Et aussi également, dernier facteur de déséquilibre, le sentiment d'avoir changé de rôle, mais qui est très associé, ce que je vous disais, à ces deuils anticipés, c'est-à-dire de se dire, voilà, avant, par exemple, j'avais un rôle dans ma structure familiale, qui était le fait d'être le conjoint de mon mari, de mon épouse, et maintenant, je ne suis plus le conjoint, mais je suis aidant, qui est quelque chose qui peut être aussi mal vécu. Donc vous voyez qu'on a une ambiguïté entre le fait de vouloir être reconnu dans ses compétences et le fait de vivre difficilement le fait d'avoir à changer de rôle et donc au travers de ce changement de la reconnaissance de ses compétences d'endosser un nouveau rôle qui est celui d'aidant. Il y a une dernière chose donc, sur laquelle on les a interrogés parce que ces études elles sont quand même intervenues, ça vous en doutez, donc d'un des moments très particuliers. Il y a eu un petit moment quand même, on a discuté des situations de confinement. Je vous en dis deux mots. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer des conclusions, mais malgré tout, je trouvais que c'était intéressant. Alors là aussi, on a des réactions qui étaient tout à fait ambiguës. Enfin, on a une ambiguïté. C'est-à-dire que pour certains, c'était un moment où les aidants ont pu se retrouver. Il y avait une sorte de construction d'un cocon
C'est le moment où, du coup, il y avait moins, mais il y avait aussi une privation. Moins d'accès à des services d'aide à domicile, parfois plus de services d'aide à domicile, pas de kiné qui pouvait venir à la maison. Donc l'aidant devait endosser encore plus le rôle d'aidant, mais c'était un moment pour se retrouver. Et le fait de devoir être confiné, c'était un moment aussi où le confinement, qui est un confinement qui habituellement est déjà vécu par les aidants de malades à corps de vie, bah là il était partagé par toute la société. Donc il y a eu quelque chose comme ça, comme un moment un petit peu spécial, avec des aidants qui nous disaient « mais moi j'ai pu me retrouver », voire même des aidants qui nous ont dit « ben voilà, en situation de confinement, moi j'ai fait sortir mon proche de maison de retraite pour qu'il revienne à domicile ». Et ça a été un moment où on s'est retrouvé, mais aussi un moment où les difficultés d'accompagnement étaient beaucoup plus importantes. Malgré tout, la période de confinement, c'est la première période de confinement, eh bien, elle a été quand même vécue comme associée à une accélération de la dégradation. Alors, pour en terminer, je vous ai dit, on a donc des travaux, encore une fois, ce n'est pas représentatif, on n'en serait pas capable avec ce type d'études, mais malgré tout, ça nous donne des pistes, ça nous donne des orientations. On voit qu'on a cette question de l'incertitude. D'abord, on a cette question de la culpabilité, qui apparaît de manière extrêmement prégnante chez les aidants de malades à corps de Lévy. Et il y a des théories récentes aujourd'hui sur la culpabilité des aidants d'une manière générale, qui laissent supposer que la culpabilité, c'est une conséquence des situations d'entre-deux. On sait que les aidants doivent, au cours de l'accompagnement, accompagner et accepter les pertes qui interviennent tout au long de l'évolution de la maladie. Cette acceptation des pertes, eh bien, le fait qu'on ait des incertitudes, cette errance diagnostique, ces situations d'essai par rapport aux thérapeutiques, ces fluctuations, eh bien, vont accroître donc le sentiment d'incertitude, vont accroître ces entre-deux, et ces entre-deux, dans ce processus finalement d'acceptation des pertes, ces entre-deux sont aujourd'hui considérés comme des déterminants majeurs de la culpabilité. Et on voit qu'ils sont extrêmement importants dans la maladie à corps de Lévy. On a des pistes de travail, je pense pour nous en psychologie, qui sont extrêmement intéressantes, justement, au travers d'une meilleure compréhension de ce qu'est cette incertitude pour les aidants. Comment est-ce que ça se traduit après par la culpabilité et bien évidemment, comment est-ce qu'on pourrait accompagner les aidants pour diminuer leur sentiment de culpabilité, au moins pour que leur souffrance psychique, que leurs troubles anxieux, leurs troubles dépressifs soient moins importantes. On voit au travers de ces résultats que les pistes, c'est que bien évidemment, mais je pense qu'on en a tous conscience ici, la question diminuer l'incertitude, c'est, alors ça va paraître une lapalissade, mais c'est augmenter les certitudes, donc c'est augmenter la connaissance et favoriser le partage des connaissances sur cette maladie, justement pour qu'il y ait une meilleure reconnaissance des difficultés, des symptômes, la plus précocement possible, et aussi de ce fait un meilleur accompagnement, qu'on ait également un soutien, qu'on puisse développer le soutien psychologique pour faire face justement à ces troubles anxieux, ces troubles dépressifs, ça c'est probablement extrêmement urgent, et puis qu'il y ait un travail sur la question de la reconnaissance des compétences. Comment est-ce qu'on peut reconnaître des compétences chez des aidants, tout en permettant aussi aux aidants de ne pas se laisser complètement envahir par ce nouveau rôle qu'est le rôle d'aidant, et en leur permettant de garder aussi du temps pour eux, du temps pour les autres personnes qu'ils aiment, et puis pour qu'ils ne soient pas cantonnés à un rôle d'aidant.